tous. J'ai le plaisir de présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Joris Thievenaz. Alors, Joris est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Il exerce à l'université de Créteil et il est rattaché au laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales. Alors, ces travaux concernent la formation, la formation des adultes, en particulier la compréhension des processus, des situations et des conditions qui concourent à la construction de l'expérience dans des terrains aussi divers que la santé, l'éducation populaire, l'entreprise, etc. Et donc son étayage théorique emprunte à John Dewey. En particulier, il va nous le préciser, euh, avec les concepts d'expérience et d'enquête. Je signale simplement trois travaux de Joris, un livre de 2019, un livre récent, qui s'appelle Enquêter et apprendre au travail, approcher l'expérience avec John Dewey. Donc c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Raison et Passion, donc en 2019. Il y avait antérieurement un ouvrage sur l'étonnement dans l'apprentissage, de l'étonnement à l'apprentissage, enquêter pour mieux comprendre, en 2017 chez The Book, et puis aussi, toujours dans le cadre de l'inspiration de Dewey, la direction d'un numéro de la revue Recherche et Formation, numéro 92. Joris, mais vous allez le voir, me demande de préciser que il se situe surtout dans le versant, je dirais, il s'inspire de Dewey, mais il n'est pas un spécialiste de Dewey qui reviendrait à la lettre des textes, ce qu'a rappelé Rémi tout à l'heure. Il est plutôt dans une inspiration relativement libre, on va dire, des idées de Dewey, et pour faire travailler ces idées dans les domaines de la formation et du travail. Voilà. Donc Joris fera une pause, mais une pause pour travailler, une pause de discussion au milieu de son travail. Donc nous aurons deux moments de discussion, une à la mi-temps, si l'on peut dire, et puis l'autre à la fin. Merci beaucoup Michel, merci aux organisateurs pour leur invitation et effectivement à ce colloque que je trouve passionnant et qui répond à des enjeux d'actualité forts, notamment dans notre domaine. Michel l'a bien précisé, j'ai très vite rappelé que je n'ai absolument pas la prétention d'être un spécialiste de, de l'intégralité de l'œuvre de John Dewey, ni même de détenir un savoir exhaustif sur sa théorie de l'expérience, mais d'être un enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et de la formation qui, pour travailler son objet d'étude, c'est-à-dire, comme nous allons le voir dans un instant, les rapports entre travail et apprentissage, mobilise une partie de l'appareillage conceptuel développé par John Dewey. Et effectivement, ça me semble absolument fondamental de rappeler ça dans l'introduction de mon propos, puisque cela permet de comprendre que le regard que je porte, mon propos n'est pas celui d'un philosophe, mais celui d'un chercheur de terrain qui prend appui sur les apports de John Dewey, donc selon une démarche principalement empiriste.
Mes objets concernent l'étude des processus de formation professionnelle, des apprentissages en situation de travail, comme l'a dit Michel, en partie dans le domaine de la santé. Nous y reviendrons plus tard. Alors, pour clarifier les caractéristiques de cette démarche, je vais procéder en 4 étapes ce matin. Dans un premier temps, j'expliciterai la manière dont je mobilise les concepts développés par John Dewey, et notamment en les mettant au service de l'enquête empirique que je propose de réaliser. Je préciserai dans un second temps les raisons qui m'ont conduit à étudier les rapports entre travail et apprentissage au prisme des apports de la théorie de l'expérience de John Dewey. Dans un troisième temps, je préciserai dans quelle mesure la théorie de l'enquête, sur laquelle je travaille plus particulièrement, me semble une perspective heuristique dans les approches par l'activité ou dans les approches par l'analyse du travail. Et enfin, j'esquisserai quelques pistes de réflexion dans un quatrième temps, notamment avec ce que j'appelle des précautions d'usage, puisqu'il va beaucoup être question d'usage ce matin. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas commencer par étudier les apports de John Dewey, qui sont bien connus de la plupart d'entre vous, hein, sans doute, mais plutôt m'attacher à situer le domaine de recherche empirique et d'expérimentation socio-professionnelle dans lequel je mobilise. Alors, je vais tout d'abord effectivement commencer par rappeler ce que je nomme une approche pragmatiste et instrumentale des concepts de John Dewey. Il y a en effet bien des façons, bien des manières d'approcher les travaux de l'auteur et les concepts qu'il développe et enrichit tout au long de son travail. L'une d'elles consiste à étudier non pas la genèse de ces concepts ou leur filiation dans l'histoire des idées et des courants philosophiques, mais plutôt la manière dont certaines de ces propositions théoriques sont susceptibles d'être mobilisées comme des instruments d'observation et d'analyse dans une perspective d'intelligibilité des activités humaines en situation de travail. Ça me semble important de fixer ce cadre dès le départ. Il s'agit plus particulièrement d'expérimenter la robustesse et la densité de certains des concepts développés en les mobilisant dans une théorie de l'activité, dans une démarche par l'analyse de l'activité des acteurs, donc des sujets en situation de travail, et cela pour produire des connaissances à la fois sur la manière dont se construisent les activités en situation de travail, mais également la manière dont se construisent les sujets à l'occasion de ces activités. Ce que l'on appelle aussi différemment les rapports entre travail et apprentissage, ou les apprentissages par et dans l'activité. Alors, en faisant cela, il s'agit d'une certaine façon d'être cohérent avec le postulat expérimentaliste et pragmatiste de John Dewey, pour qui les idées sont avant tout à éprouver, à mettre au travail, du point de vue de leur influence sur l'activité, et bien évidemment dans la vie de tous les jours. Il me semble que John Dewey fournit des repères conceptuels universels qui restent à opérationnaliser, à éprouver et à tester sur le terrain de la vie ordinaire. Quitte pour cela à ne pas tout prendre, à ne pas essayer de tout englober et à ne pas vouloir forcément saisir l'entièreté d'une pensée aussi prolixe que féconde. Penser la formation de l'adulte en tant que construction du sujet revient donc à confronter des propositions épistémothéoriques à la densité du réel, notamment dans une étape d'observation des pratiques.
puis aux matériaux ainsi construits dans une double étape de recueil et d'analyse des données. Cette confrontation entre des conceptualisations et des situations quotidiennes de travail liées à la mise en œuvre d'une expérience est l'occasion ainsi de produire des connaissances à propos de l'activité humaine, mais aussi, dans une étape ultérieure, sur le cadre théorique qui a été mobilisé pour en rendre compte. L'intention dans cette perspective que je propose n'est donc pas de formuler les propos d'un essai, ni sur les origines de l'enquête, sur les origines de la théorie de l'enquête, ni sur sa contribution universelle à l'étude de l'agir humain. Les travaux de Michel l'ont notamment particulièrement bien éclairé cette question, mais plutôt d'opérationnaliser certaines des propositions conceptuelles de John Dewey dans une démarche de compréhension des transformations qui s'opèrent chez le sujet à l'occasion de la conduite de son action. Et moi, en ce qui me concerne, notamment à l'occasion de la conduite de son action en milieu de travail. Dans les actes quotidiens qui sont mis en œuvre par les professionnels et dont ces actes sont potentiellement, j'insiste sur le terme de potentialité, sont potentiellement porteurs d'expérience, d'enrichissement des connaissances. Cette démarche nécessite ainsi de prendre quelques distances, parfois, à l'égard des propositions théoriques de l'auteur. C'est une condition pour parvenir à opérationnaliser une partie des propositions théoriques dans des situations concrètes du travail. La référence à John Dewey dans cette conférence est donc avant tout fonctionnelle. Le terme fonctionnel me paraît central. Il ne s'agit pas de produire une théorie de la théorie, mais d'étudier en quoi celle-ci est utile pour penser la formation. Quitte pour cela à focaliser l'attention sur des éléments théoriques qui parfois peuvent paraître de second ordre, mais qui sont pourtant décisifs pour analyser l'activité. Alors, je vais passer maintenant au deuxième volet de mon propos, qui concerne l'intelligibilité des rapports entre travail, apprentissage et construction de l'expérience, notamment dans le domaine des sciences de l'éducation et de la formation. Cela ne vous a pas échappé, et Maria l'a rappelé également dans son propos introductif. En sciences de l'éducation et de la formation, un ensemble de travaux se revendiquant d'une approche par l'activité ou par l'analyse du travail se donne pour intention de produire de l'intelligibilité sur les processus, les situations et les conditions à partir desquelles les sujets professionnels raisonnent, élaborent de nouvelles ressources à l'occasion de la conduite de leur action. Il s'agit de mieux comprendre dans quelle mesure et sous quelles conditions l'activité de travail est en elle-même potentiellement source d'apprentissage et de transformation de soi pour celle et celui qui en fait l'expérience. Le postulat initial, pour lequel nombre de collègues d'ailleurs font référence aux travaux pionniers de la psychologie soviétique ou de la psychoergonomie en France, est que le travail, l'activité de travail plus exactement, du fait même de sa réalisation, et en dehors de toute intention formative, est en elle-même porteur de développement, source d'apprentissage. Ce principe a été particulièrement bien résumé par Pierre Pastré lorsqu'il dit « c'est dans le travail que la majorité des humains
rencontrent leur développement. Cette perspective de recherche en sciences de l'éducation et de la formation est doublement orientée, poursuit deux objectifs d'une certaine manière. Elle peut être abordée du point de vue de sa dimension épistémique, c'est-à-dire produire des savoirs nouveaux sur la construction des connaissances du sujet en situation d'activité. Mais elle peut être également abordée du point de vue de sa dimension praxéologique, c'est-à-dire en référence et en soutien aux préoccupations des acteurs. Pour cette dimension praxéologique, je vous laisse notamment consulter les travaux de Brigitte Albéraud à ce sujet qui sont particulièrement éclairants. La compréhension donc des rapports entre travail et apprentissage, loin de ne constituer qu'un intérêt strictement scientifique, vient alors documenter, étayer et soutenir l'activité professionnelle et notamment celle des intervenants. J'emploie le terme d'intervenant au sens large du terme, hein, les enseignants, les formateurs, les tuteurs, les accompagnants, ceux qui pratiquent les activités de conseil, etc. Pour un formateur ou un accompagnant, quel qu'il soit, bénéficier d'une compréhension de la logique des situations réelles de travail, mais aussi des processus expérientiels qu'elles sous-tendent, est un précieux atout. Et là, pour le coup, je renvoie aux travaux de Guy Jobert, qui depuis longtemps, dans le champ de la formation, a montré comment le formateur avait tout intérêt à connaître ce qu'on pourrait nommer le réel de l'activité, mais aussi à s'être forgé d'une certaine manière des outils d'analyse du travail pour conduire à bien son action de formation. Si indéniablement l'intelligibilité des rapports entre activité, apprentissage et construction de l'expérience relève tout à la fois d'un enjeu social, professionnel et scientifique, encore faut-il pour cela prendre appui sur des concepts, des postulats théoriques ou un appareillage conceptuel suffisamment robuste et surtout transposable d'une situation à l'autre. Car c'est bien là le défi. C'est précisément là qu'intervient la référence aux travaux de John Dewey et à l'intérêt de leur mobilisation dans une démarche, encore une fois, résolument fonctionnelle, instrumentale et opératoire. Quand Joris a évoqué les intentions qui étaient potentiellement, en insistant sur le potentiellement porteur d'expérience, je me posais la question, est-ce qu'il y a des indicateurs ou est-ce qu'il y a des conditions qui feraient passer du potentiel à la réalisation effective de l'expérience? Oui, bah écoutez, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est centrale, elle est centrale, hein, effectivement, vous l'avez bien compris. Je vais y revenir dans un petit moment, mais par exemple, une des premières choses pour laquelle les apports de John Dewey nous sont précieux en analyse du travail, et je suis bien loin d'être le seul à mobiliser cette approche, hein, je le précise, mais c'est de bien comprendre que John Dewey, finalement, tout au long de son œuvre, ne cesse de rappeler quelque chose qui est, à mon avis, primordial, c'est que l'expérience peut être source d'apprentissage, de découverte, hein, de croissance, comme il dit, mais assurément, toute expérience n'est pas mécaniquement, automatiquement source d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à la fois dans la théorie de l'expérience de John Dewey, mais également dans notre domaine qui est celui de l'analyse du travail, puisque quand on essaye de comprendre les rapports entre travail et activité, quand on va observer des situations de travail en entreprise, sur le terrain, etc., force est de constater qu'il n'y a pas mécaniquement apprentissage lorsqu'il y a de l'activité. Il faut qu'un ensemble de conditions soient réunies.
Alors, vous parlez de la question des conditions et finalement, je ne peux pas y répondre parce que ça serait, je veux dire, donner une réponse définitive sur tout le champ de recherche, hein, qui est celui de l'analyse du travail, qui d'une certaine manière essaye de comprendre précisément quelles sont les conditions, quelles sont les occurrences, quelles sont les propriétés des environnements et des interactions qui sont favorables à un développement de l'expérience, notamment en milieu professionnel. Il me semble, en tout cas, qu'on peut apporter, puisqu'aujourd'hui c'est la thématique du colloque, hein, il me semble, en tout cas, qu'on peut apporter un élément, en tout cas, pas de réponse, mais d'éclaircissement, en disant que les situations quotidiennes du travail sont porteuses d'apprentissage lorsque, à leur occasion, le sujet professionnel qui en fait l'expérience est amené à non seulement s'engager dans une activité d'enquête, mais également à être en capacité de continuer cette activité de l'enquête, de la mener jusqu'à terme pour, comme nous allons le voir, hein, à cette occasion à la fois produire retrouver un niveau de stabilité plus important dans la situation, mais également produire de nouvelles connaissances dans la situation qui lui seront utiles par la suite dans son travail, et notamment lorsqu'il rencontrera d'autres situations professionnelles. Bon, je ferai référence notamment à ce sujet-là aux travaux de Michel Fabre, hein, sur le fait de rencontrer des situations problèmes et plus exactement, pour reprendre le terme de Michel, de conduire au-delà d'une simple activité de problémation, de s'engager dans une activité de problématisation, pour reprendre encore une fois son terme. Oui, oui, Joris, j'en profite, pour te poser une question. Oui. Par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, le travail est porteur en soi d'un développement, d'une part, mais de l'autre côté, tu dis, bah oui, toute activité n'est pas forcément formatrice, etc. Alors, il y a effectivement, une question de ce côté-là, c'est-à-dire que si on élargit à la notion d'expérience, parce que tout ça, finalement, se rapporte à la notion d'expérience, on a bien l'impression que si on prend au sérieux l'expérience, c'est-à-dire avec toutes les caractéristiques que lui donne Dewey, euh, non seulement l'interaction entre sujet et une situation, comme on le dit souvent, mais aussi toute l'épaisseur historique de l'expérience, hein. Expérience et ouverture, expérience et ouverture sur l'avenir, sur l'expérience des autres, etc. On a bien l'impression que si on prend au sérieux l'expérience telle que l'idée normative de l'expérience, c'est-à-dire au fond l'expérience au sens large, comme dit. Il y a un mot qui revient souvent chez Dewey, c'est broad, c'est-à-dire prendre les choses au sens large. Et si on prend l'expérience au sens large, si c'est une vraie expérience, voilà, alors à ce moment-là, elle est forcément éducative. Parce que la vraie expérience, eh ben, c'est celle qui, c'est une enquête qui va jusqu'au bout. C'est ça. C'est une enquête qui est ouverte sur l'avenir, c'est-à-dire qui ne mène pas à des impasses, Ça. donc qui permet d'autres expériences. Et c'est une expérience qui ouvre sur l'expérience des autres. Donc si le travail est une vraie enquête ouverte sur d'autres enquêtes, et si le travail est ouvert sur le travail des autres, alors, donc la question que je pose, c'est que si on prend, on voit bien que si on prend au sérieux cette idée d'expérience au sens large, broad, hein, voilà, hier, Sébastien Charbonnier nous disait qu'il y avait des concepts opérationnels chez Dewey qui passaient un peu sous le radar. Il évoquait le concept de as en tant que. Moi je crois qu'il y a un autre concept opérationnel qui passe sous les radars, c'est broad, c'est un adjectif, c'est au sens large.
Voilà. Hmm, Et si on prend les choses au sens large, eh ben, on n'a pas besoin de rajouter hmm, hmm, des caractéristiques extérieures hmm, pour dire ah oui, mais à quelles conditions une expérience est vraiment éducative? À quelles conditions le travail vraiment fait? Non, si c'est vraiment une expérience, une vraie, alors hmm, même pour l'esthétique, hein, on n'a pas besoin de se demander à quelles conditions une expérience est belle. hmm, hmm, L'expérience de la beauté, ben non, si c'est une vraie expérience, si c'est une vraie rencontre, si hmm. c'est un vrai repas, si c'est un vrai, une vraie promenade, ben c'est forcément beau, vrai et bon. Oui, oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, ben, ouais, on est sur la même longueur d'onde, hein, mais tu vois, là, tu parles, c'est vrai qu'effectivement, il emploie souvent le terme d'expérience authentique, hein, pour Oui, désigner ce que tu es c'est en ça. train de Oui. dire. Mais ça me semble fondamental parce que, ajoute le terme de potentialité, parce que lorsque, et tu le sais bien, mais lorsque l'on va observer des situations de travail, lorsqu'on va observer le quotidien des professionnels dans des entreprises, dans des services de santé, etc., 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 il faut être très prudent avec cette notion d'expérience parce qu'on voit bien comment, notamment, même lorsque le sujet, d'une certaine manière, rencontre l'inattendu, comme on va en parler dans quelques instants, hein, et prend le risque d'ouvrir une activité d'enquête, encore faut-il que l'environnement, la situation de travail s'y prête, Mm. soit favorable et permette ce que tu nommes la continuité ou la continuation du travail d'enquête. Et là, je crois qu'on est face à un enjeu qui me semble absolument fondamental, autant du point de vue de ceux qui conçoivent le travail, que ceux qui l'accompagnent, que ceux qui souhaitent que le travail soit source d'apprentissage, c'est de penser notamment ce qui favorise l'enquête, mais également, et ça je l'aborde souvent, hein, notamment les facteurs qui peuvent contraindre, voire scléroser toute initiative d'enquête. Tu vois, c'est Mm. aussi pour ça Bien que sûr. j'étais très prudent. Et alors, moi, je ne peux être que d'accord avec ce que tu soulignes quand tu parles de l'expérience authentique, parce que quand je reprends, pour préciser cette idée, je reviens toujours sur cette citation de Dewey. Alors, je ne veux pas en faire trop, mais celle-là me semble particulièrement à propos, hein, par rapport à la discussion qu'on est en train de conduire. Il dit notamment, il rappelle, hein, expérience et éducation ne sont pas une même chose. Il y a des expériences qui fourvoient. Toute expérience fourvoie qui arrête ou qui fausse le développement de l'expérience ultérieure. Mm. Une expérience peut être de quelques profits immédiats et cependant n'engendrer qu'une attitude sans application ni fermeté. Voilà. Et je crois que ça découle bien de ce que tu viens de dire. Mm. Si on parle d'expérience au sens des expériences authentiques, alors dans ce cas-là, on parle effectivement de ces expériences qui en elles-mêmes sont porteuses d'apprentissage et de développement pour le sujet. Mm. Je crois que Pierre a demandé la parole, avait une question. Oui. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas trop d'accord avec la manière dont a été présenté le fait que le problème, c'est d'être ou non philosophe et donc d'être dans une perspective théorique, philosophique ou pas. Euh, il me semble évident que quand on opérationnalise un concept, évidemment qu'il va falloir l'arracher de son milieu, de son réseau philosophique, théorique. Et donc, voilà, il va falloir prendre une certaine distance. Ça me semble absolument évident, nécessaire. Mais en fait, ce qui, moi, me questionne, et je fais cette question alors que je suis moi-même concerné parce que j'ai fait un travail qui faisait ça. Donc, voilà, c'est que ce faisant, en opérationnalisant un concept comme celui d'expérience, d'enquête ou peu importe, on simplifie, on abstrait, et il se peut que on en vienne à la fin avec un concept qui est finalement différent de celui qu'on a opérationnalisé. Et le problème, c'est pas qu'il soit différent, puisqu'encore une fois, ça me semble nécessaire. En soi, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est que étant différents, vont pouvoir tomber sous ce concept des choses qui initialement n'y tombaient pas. Où on va pouvoir voir des choses dans la pratique, pouvoir caractériser des phénomènes, des observations sous ce concept, alors que initialement,
quand on lisait le texte original, il me semblait difficile de faire tomber ces choses-là sous ce concept. Je prends un exemple qui n'est pas du tout dans l'ouvrage de Joris Stevnaz, et d'ailleurs que j'ai apprécié parce qu'il est comment dire, très poussé sur la question de l'enquête. Mais quand on appelle enquête en se réclamant de Dewey le fait que des élèves cherchent à répondre à une question posée à la volée par le professeur, du genre est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on a vu hier dans la leçon de français, et que là les élèves cherchent, ils font des propositions, c'est pas la bonne proposition, et que ça c'est qualifié d'enquête, ça me semble voir du Dewey là où il n'y en a pas. Et en fait, parce que la transposition en fait, a fait des choix et a transformé le concept. Et en fait, c'est ce changement dans la transposition qui moi, m'interroge parce que pourquoi pas opérationnaliser, effectivement, en vue de rendre certaines choses intelligibles, très bien, mais avec, il me semble, parfois le risque de voir du Dewey là où il n'y en a pas, finalement, à la fin, on se retrouve avec presque deux concepts qui ont le même nom, un non opérationnalisé et un opérationnalisé, et on ne sait plus très bien ce que dit vraiment ce concept-là. C'est un petit peu pour ça que le quatrième temps de mon intervention, là, je parlais de précaution d'usage, parce qu'il me semble effectivement que du moment qu'on pense les usages, il faut penser les précautions d'usage. Et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, et je remercie les organisateurs d'avoir pour une fois laissé du temps pour qu'on puisse dialoguer et présenter, etc. Parce que ça me paraît très important de revenir sur les précautions, et notamment des précautions de nature épistémologique, lorsque l'on souhaite s'emparer de concepts, quels qu'ils soient, pour les faire fonctionner, et notamment du concept d'enquête en analyse du travail, parce que je ne suis pas le seul à constater notamment des phénomènes de réification du concept d'enquête dans la manière dont il est employé, et ça, je pense qu'il faut en prendre garde. Voilà. Parce qu'il faut. Là, on a une. Comment dirais-je? On a une opérationnalisation qui est plutôt sur la démarche, c'est-à-dire au fond en quoi les concepts de Dewey me permettent de mettre en œuvre une analyse de l'activité. Hein, donc utiliser, non, pas utiliser, enfin au sens noble du mot, utiliser, hein, opérationnaliser, Dewey, quant à une démarche, ce qui est différent. On peut chercher à opérationnaliser des concepts opérationnels comme AS, hein, voilà. On peut chercher à- à rendre opératoire un concept, je dirais, j'appellerais ça de contenu, comme le concept de public chez Dewey, comme cherchait le faire Roberto Frega. Et toi c'est plutôt une opérationnalisation au sens de, au fond, tirer des concepts de Dewey une démarche, enfin, d'analyse. Hein, voilà, c'est ce que je voulais pour situer ton travail. Merci pour cette discussion, parce que vous voyez que après tout ce qu'on va dire, ça découle de ce postulat-là, et si on le tire de ce contexte et de ces précautions introductives, finalement, on ne comprend pas très bien le sens de la démarche. Je continue, peut-être. Oui, continue. Bon, bah super. Sur le troisième volet de mon intervention, donc, où là, je vais plus particulièrement parler de la théorie de l'enquête comme modèle d'analyse des rapports entre travail, apprentissage et construction de l'expérience. Ou on pourrait le dire d'une autre manière, faire de la théorie de l'enquête un modèle d'analyse pour comprendre les rapports entre travail, apprentissage et construction de l'expérience. Alors, comme nous venons de le dire, hein, si comprendre les processus selon lesquels le professionnel apprend en agissant et enrichit son expérience tout au long de sa vie, perspective scientifique que d'intervention, encore une fois, encore faut-il être en mesure
et c'est là où on va rentrer, je crois, dans le cœur du sujet, hein, encore faut-il être en mesure de parvenir à repérer, à identifier, dans le cours de la conduite de l'action, les transformations parfois infimes et souvent méconnues qui surviennent chez le sujet. Et alors, quand on pose la question de cette façon, on ouvre immédiatement des questions d'ordre non seulement théorique, mais méthodologique. Puisqu'il s'agit de se rapprocher au plus près des conditions effectives du travail pour parvenir à repérer ce qui, dans certaines séquences d'activité, peut être source d'apprentissage. Vous voyez que je prends des précautions. Alors, le chercheur confronté à ce type de défi est susceptible de prendre appui sur une très grande diversité de concepts et d'auteurs et de corpus théoriques. Hein. C'est une question extrêmement classique, donc cette question a été travaillée en variant les points de vue, en variant les épistémologies et les références conceptuelles. Dans l'espace francophone, et pour des raisons à la fois historiques, culturelles et idéologiques, les recherches en analyse du travail ont traditionnellement mobilisé les apports de la psychologie génétique de Jean Piaget, les apports de la psychologie soviétique également, donc les travaux de Vygotsky qu'on connaît bien, mais également Leontiev, Ochanin, Galperine, etc., ou encore ceux plus récents de l'ergonomie cognitive ou de la psychologie du travail. Donc on a là tout un panorama d'approches conceptuelles auxquelles il est possible de faire référence pour instrumenter l'analyse et la réflexion. Il m'est apparu que, pour un ensemble de raisons, la théorie de l'enquête de John Dewey et la formalisation du principe de l'éducation continue qu'elle véhicule pouvait également être une source d'inspiration tout à fait opératoire. Alors, on revient sur le titre du colloque, n'est-ce pas? John Dewey, figure inspirante pour l'éducation, y compris pour l'éducation permanente. La lecture de l'œuvre de John Dewey, et plus particulièrement de la théorie de l'enquête, dont je vais parler dans un instant, permet de comprendre comment l'activité est source d'apprentissage, même si toute activité n'est pas automatiquement source d'apprentissage. On vient d'en parler. Pour John Dewey, et ça me semble absolument fondamental, la pensée, ce qu'il nomme, alors il change de nom selon au fur et à mesure de son travail, et c'est intéressant de comprendre pourquoi il change de terme et dans quel contexte. Mais pour John Dewey, ce qu'il nomme également la pensée réflexive n'est qu'un cas particulier des conduites humaines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'œuvre de John Dewey, et notamment dans la théorie de l'enquête, le principe de l'habitude occupe une place majeure. John Dewey revient sur cette longue tradition philosophique qui est celle de conceptualiser la notion d'habitude, d'ailleurs en la redéfinissant d'une manière totalement originale, il me semble. Mais pour expliquer que la plupart du temps, dans le cadre de nos conduites quotidiennes, routinières, nous ne pensons pas véritablement. Alors, il faudrait mettre des guillemets sur ce terme de pensée, mais pour le dire autrement, nous nous contentons de faire fonctionner nos habitudes d'activité, nos habitudes de travail, nos habitudes comportementales, nos habitudes de raisonnement. Et ce qui me semble absolument original et heuristique, surtout, dans cette théorie de l'enquête que propose John Dewey, c'est que, d'une certaine manière, il faut rencontrer le doute, la confusion, l'instabilité, le problème, au sens où Michel Fabre l'a conceptualisé, pour que le sujet éprouve le besoin de s'engager dans une pensée réflexive que John Dewey, à ce moment-là, en 1938, nomme enquête.
Je rappelle la définition de l'activité d'enquête chez John Dewey, c'est-à-dire la transformation contrôlée ou dirigée d'une situation indéterminée en une situation qui est si déterminée en ses distinctions et relations constitutives qu'elle convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié. Quand les étudiants ont un petit peu de mal à comprendre cette longue définition de la théorie de l'enquête, j'en prends une autre que je veux aussi vous délivrer, même si je ne souhaite pas, encore une fois, que mon propos soit fasse trop de référence à la citation, mais lorsqu'il parle de la pensée réfléchie, la fonction de la pensée réfléchie, nous dit John Dewey, est de transformer une situation obscure, douteuse, conflictuelle, en une situation qui est claire, cohérente, stable et harmonieuse. Donc, c'est vraiment en prenant appui sur ce postulat initial des rapports entre perturbation du cours habituel de l'activité et démarche d'enquête pouvant donner lieu à la construction de nouvelles connaissances pour les besoins de la situation, qu'il est possible de mieux comprendre pourquoi et dans quelle mesure la rencontre de situations-problèmes, la rencontre d'embarras au travail est source de ce que John Dewey nomme la reconstruction continue de l'expérience. J'aime beaucoup cette idée de reconstruction continue de l'expérience, car je crois que c'est différent que de parler de reconstruction permanente de l'expérience. Il est donc possible de partir du constat assez radical d'ailleurs, et qui suscite la discussion chez John Dewey, selon lequel il faut rencontrer des difficultés, de l'instabilité, du doute et de l'embarras pour véritablement commencer à penser, au sens deweyien du terme, c'est-à-dire à aller chercher de nouveaux indices, à expérimenter de nouvelles solutions dans la situation, à élaborer de nouvelles hypothèses d'action et de travail. Une conséquence méthodologique de cette approche est donc de focaliser l'attention sur ce que je vais appeler les séquences de dérangement de l'activité, les séquences de perturbation du cours habituel de l'activité de travail. En pensant que c'est précisément dans ces moments de dérangement et de mise en déroute des certitudes, finalement, on pourrait le dire ainsi, que s'ouvre un processus de raisonnement chez le sujet que je peux nommer enquête. Je vous demande d'être attentif sur la précaution langagière que je viens de prendre. Je ne viens pas de dire que j'étais en train de repérer qu'une enquête était en train d'être ouverte chez le sujet. Je suis en train de dire qu'à travers cet appareillage conceptuel, il est possible de centrer l'attention sur des séquences de perturbation de l'activité pour identifier des formes de raisonnement qui, à l'aune de cette perspective théorique, je propose de nommer enquête. L'enquête, elle n'existe pas en tant que telle. C'est un construit du chercheur pour penser l'activité humaine. Et ça, j'y reviendrai dans les précautions d'usage, ça me semble absolument fondamental. Alors, en centrant, comme je viens de le dire, l'attention sur ces moments de dérangement de l'activité, il est alors possible de comprendre les mécanismes, parfois extrêmement fugaces, souvent peu perceptibles au premier abord, à travers lesquels s'opère ce que je propose d'appeler le passage d'un régime d'activité routinisé
ou habituel, à un régime d'action plus attentif, conscient et réfléchi. Et c'est vraiment ce moment de bascule dans le cours de l'activité que la théorie de l'enquête de John Dewey nous permet d'explorer et de mieux comprendre. À l'occasion de récentes publications, et Michel l'a sympathiquement rappelé en début, et notamment ce numéro collectif de recherche et formation hein, que nous avons fait à plusieurs, j'ai eu l'occasion donc de proposer une modélisation de ce phénomène, donc de ce passage hein, entre ces deux régimes d'activité dans l'activité de travail, et de montrer également les grilles méthodologiques, les grilles d'analyse que j'ai forgées pour précisément essayer d'identifier ces moments de bascule de l'activité. Alors, je ne peux pas revenir en détail là-dessus, hein, parce que ça nous emmènerait dans des considérations méthodologiques trop précises, mais il me semble que quand on s'empare de la théorie de l'expérience de John Dewey de cette manière, alors on peut élaborer des indicateurs à la fois comportementaux, langagiers, microposturaux, qu'on emprunte d'ailleurs hein, à d'autres approches théoriques, pour essayer d'identifier ce qui, dans le cours habituel de l'activité, nous fait penser que le sujet est en train de rencontrer la perturbation et d'ouvrir une parenthèse intellective. Alors, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail méthodologique de ce travail, puisqu'il faudrait une journée d'exposé pour préciser les critères, les indicateurs, etc. Mais juste peut-être d'en donner un aperçu synthétique en 5 étapes. Tout d'abord, l'observation rapprochée en immersion et l'enregistrement vidéoscopique des activités de travail. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les approches par l'analyse de l'activité ou l'analyse du travail, vous savez que c'est quelque chose qui se fait relativement souvent, c'est-à-dire à la fois d'aller voir au plus près la manière dont les tâches sont accomplies, mais également de réaliser des captations, notamment à l'aide d'outils vidéo, pour pouvoir enregistrer des séquences du travail, les revisionner a posteriori, proposer des dispositifs d'autoconfrontation, etc. Je ne peux pas rentrer dedans, mais je crois que beaucoup d'entre vous connaissent ces méthodes. Alors, c'est notamment dans cette perspective que j'ai investi différents terrains, celui de la consultation médicale, je le rappellerai tout à l'heure parce que c'est un exemple emblématique, hein, et ça me semble être un terrain privilégié, en tout cas pour travailler cette question, mais également le terrain des soins infirmiers délivrés en milieu hospitalier. Alors, je sais qu'il y a certains des doctorantes qui sont là aujourd'hui et qui font d'ailleurs leur thèse dans cette perspective, mais d'autres contextes hein, également le milieu de l'activité de l'artiste plasticien en situation de création dans son atelier, ou encore le formateur en travail social, etc. Bon. Alors, une deuxième étape qui est, je le disais, le repérage des séquences d'activité marquées par le doute, l'étonnement et l'hésitation. Puisqu'on fait l'hypothèse que c'est à cette occasion que c'est lorsque l'acteur est confronté à des objets, des mots ou des processus qu'il ne parvient pas immédiatement à comprendre, à expliquer et à catégoriser, qu'il s'engage dans un travail intellectif que je propose de nommer enquête. Pour reprendre le terme de John Dewey, hein, la situation est originelle, est ouverte à l'enquête parce que ces éléments constitutifs ne tiennent pas ensemble. Alors, ce qui provoque l'ouverture d'une enquête est bien évidemment, selon les contextes professionnels, susceptible de varier énormément. Bon, il nous faut à la fois tenir compte de la spécificité du domaine, de l'expérience de l'agent, de son histoire, etc. Une fois que ces séquences d'activités ont pu être identifiées, il est alors possible
d'inférer des processus intellectifs qui sont mis en œuvre par les professionnels lorsqu'ils rencontrent ces situations indéterminées. Alors, il est possible pour cela de prendre appui sur le fameux schème universel de l'enquête proposé par John Dewey dans la théorie de l'enquête. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il appelle ce schème, hein, mais vous savez, c'est un schème en 5 étapes: l'émergence d'une situation indéterminée, l'institution du problème, la phase de détermination d'une solution du problème, une étape qu'il nomme raisonnement et qui renvoie en fait à l'expérimentation des solutions, des hypothèses, et puis cette 5e étape qu'il appelle le caractère opérationnel des faits signification. Alors, moi, ce que je tiens à souligner, c'est que ces différents éléments du schème, je les fais fonctionner en les considérant non pas comme des étapes de l'enquête, mais comme des composantes du travail réflexif du sujet en situation d'action. On y reviendra plus tard, éventuellement, s'il y a des questions à ce sujet-là. Et puis enfin, donc, une 4e étape qui est l'interprétation des indices de l'enquête pour celui qui la conduit au-delà l'interprétation des incidences de l'enquête pour celui qui la conduit au-delà de l'immédiateté de la situation. Parce que il faut bien le comprendre, si on mobilise le concept d'enquête en analyse du travail, ce n'est pas uniquement pour identifier les moments où il y a un travail que je nomme enquête qui s'élabore, mais c'est pour comprendre dans quelle mesure ce travail d'enquête est l'occasion pour le sujet d'élaborer de nouvelles ressources à cette occasion. Donc, il s'agit alors de se tourner du côté des incidences, et notamment d'essayer de mieux comprendre les connaissances, les nouvelles formes les connaissances qui sont produites pour les besoins de la situation par le sujet, et que Dewey nomme très justement ces nouvelles forces opératives qui sont élaborées par et dans l'expérience, et qui viendront alimenter l'expérience. On pourra revenir tout à l'heure sur les multiples définitions que John Dewey donne de l'expérience. Et voilà, donc l'idée, c'est qu'après, avec des entretiens réalisés avec le professionnel, a posteriori, ou en confrontant aux matériaux enregistrés de son activité, il est possible de l'amener à expliciter les formes de raisonnement qu'il met en œuvre et d'étayer donc de façon beaucoup plus précise la nature de l'expérience qui est en train d'être vécue de son côté. Alors, c'est par ce type de modalité de traitement que j'ai esquissé de manière rapide, donc de modalités de traitement des matériaux empiriques recueillis dans différents environnements professionnels, qu'il est possible de formuler des hypothèses sur les processus intellectifs, les raisonnements qui surviennent lors de la conduite de l'action, et bien évidemment, les formes de découverte et d'acquisition qui peuvent leur être corrélées. Alors, là, j'ai pris un long moment. Excuse-moi, Michel, au niveau du temps, est-ce que j'ai le temps de donner un exemple avant de passer à la 4e partie? Comment ça se passe? Je ne t'entends pas, excuse-moi. Oui, Joris, tu as le temps, oui. J'ai le temps, parce que bon, alors, je vais donner un petit exemple avant de passer. On pourra refaire un point de discussion, c'était intéressant. Alors, c'est toujours difficile de donner des exemples concis comme ça, issus de matériaux de recherche, mais ce qui me semble intéressant de travailler, c'est que pour certains professionnels, et là je reprends la citation de Dewey, l'enquête est devenue leur quotidien. C'est-à-dire que pour certains acteurs, l'enquête constitue ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le cœur du métier. Alors, ça ne vous a pas échappé que d'ailleurs, John Dewey mobilise 2 figures un petit peu emblématiques dans les rares exemples qu'il donne de sa théorie de l'enquête, il y a 2 figures emblématiques que sont celles du médecin et celle du médecin. Bon, alors, le cas des médecins
est particulièrement intéressant. Et moi, mes premiers travaux qui se sont emparés donc, de ce cadre théorique-là se sont proposés d'investir le champ de la consultation médicale au prisme de la théorie de l'enquête de John Dewey. Alors, j'ai notamment effectué plusieurs recherches conduites en immersion dans les services de santé au travail, mais également en immersion parce que je travaille beaucoup effectivement en lien avec le milieu de la santé, et alors en lien avec les services hospitaliers, et donc des enquêtes qui ont été réalisées aussi auprès de praticiens hospitaliers, et qui m'ont permis de montrer comment ces professionnels de santé, disposant d'un haut degré de technicité, hein, bien évidemment, continuent d'enrichir leurs connaissances de la maladie, des effets des traitements médicamenteux, ou encore des comportements des patients, etc., lorsqu'ils sont amenés, pour les besoins de leur activité de diagnostic, à enquêter sur des phénomènes qu'ils n'avaient jusqu'à présent pas rencontrés. Et j'ai pu constater comment ce travail d'identification pouvait également donner lieu à des moments de formation et d'accompagnement avec ces professionnels de santé. Je pense notamment à un exemple, à une étude de cas que je crois avoir cité justement dans le numéro de recherche et formation, d'un médecin chef de service, donc très expérimenté dans son domaine, qui tout à coup voit entrer en consultation une patiente qui présente des symptômes étranges, des symptômes de cécité nocturne aléatoire ou des flashs dans les yeux. Alors, ces symptômes, ils peuvent exister, mais là, en l'occurrence, dans le type de consultations qui sont conduites dans le service, cela ne correspond à aucun des symptômes répertoriés pour le type de maladie dont est censée souffrir la personne. Et alors, j'ai beaucoup travaillé sur des séquences de ce type-là, et notamment avec les professionnels, pour les faire expliciter l'embarras qui était le leur lorsqu'ils étaient confrontés à des phénomènes que eux ils nomment des choses qu'ils ne peuvent pas catégoriser avec ce qu'ils nomment les listes qu'ils ont dans leur tête. Et en pensant qu'il y avait là, précisément, dans ces moments de rencontre avec l'inattendu, quelque chose de très important à fouiller avec les praticiens de santé. Puisque ce praticien pourtant chevronné est reconnu pour sa très grande expertise du domaine, notamment en France et à l'international, est tout à coup désarçonné par les informations qui lui sont communiquées par la patiente. Son important bagage expérientiel ne suffit plus. Il lui faut donc mener l'enquête en allant chercher de nouveaux indices, en formulant de nouvelles hypothèses dans la situation, jusqu'à mettre le doigt sur un élément décisif que personne jusque-là n'avait remarqué. Alors, cet exemple était particulièrement intéressant puisque cet expert en son domaine, c'est finalement le dernier rempart, celui qu'on va voir quand tous les autres praticiens n'ont pas pu finalement établir un diagnostic probant. Et donc, en ayant identifié ce qui était passé inaperçu pour la plupart des collègues, eh bien, ce professionnel transforme la situation. Et elle la transforme d'une manière, on pourrait dire, y compris vitale pour la patiente. Donc, c'était la question est-ce que mener à terme l'enquête, Oui. c'est la même chose que mener à terme l'expérience? C'est ça que tu voulais dire, Rémi? Oui, c'est ça. Puisqu'il y avait une question de continuité, est-ce que le terme de l'enquête correspond au terme de l'expérience chez le sujet? Ou bien est-ce que c'est dissocié? Est-ce que l'expérience continue après l'enquête ou est-ce que c'est carrément dissocié? Oui, alors, ce qui est compliqué pour répondre à cette question,
c'est que tout au long de son travail, John Dewey propose différentes définitions de ce qu'il appelle expérience. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler en fait de l'expérience en général, ou d'une définition générale de l'expérience chez John Dewey. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez John Dewey, il y a par exemple ce qu'il appelle l'expérience réalisée, c'est-à-dire l'expérience que je suis en train d'accomplir, ce que je suis en train de faire quand j'accomplis une tâche. Il y a l'expérience que je subis, c'est-à-dire l'expérience que j'éprouve en retour de mon action sur le monde, y compris dans des dimensions très corporelles, sensorielles, etc. Il y a également ce qu'il nomme la reconstruction ou réorganisation de l'expérience, où là, on se situe bien évidemment dans un processus au long cours. Et puis, il nomme également ce qu'il nomme les expériences fécondes, c'est-à-dire les expériences dans lesquelles de la reconstruction de l'expérience s'opère. Et puis, il parle aussi de la continuité et de la liaison des expériences, c'est-à-dire quand, dans le cours de mon expérience, et pour les besoins de la situation, je suis en train de créer des liens entre différentes expériences réalisées. Et puis, il parle également de la communication de l'expérience. Alors, c'est pour ça que, vous voyez, dans mon travail, je suis très prudent parce que j'ai, notamment dans cet ouvrage-là, j'ai identifié différentes dimensions de l'expérience, tout en rappelant que ces différentes dimensions ne sont pas cloisonnées parce qu'elles cohabitent entre elles dans la conduite de l'activité. Donc, je vous remercie pour cette question parce qu'il y a souvent un grand malentendu là-dessus, c'est-à-dire que l'enquête, on va dire l'expérience de l'enquête que je conduis dans la situation, peut, sous certaines conditions, et notamment si elle est menée jusqu'à son terme, venir enrichir mon patrimoine expérientiel, si on pourrait parler comme ça, et participer à ce que John Dewey nomme la reconstruction continue de l'expérience, en venant élaborer de nouveaux acquis de l'expérience. Donc, vous voyez, je joue avec les termes qui sont les siens, mais pour montrer qu'on est obligé de jouer sur les temporalités et surtout sur l'enchâssement de ces temporalités. Et ça, c'est passionnant. Là, je n'ai pas le temps de le développer, mais quand on fait de l'analyse de l'activité, on est obligé. On ne peut pas dire, vous voyez, voilà. La deuxième question, c'était de Jean-Marie Bataille, là. Pourquoi nommer la deuxième étape de l'enquête institution du problème? Est-ce que, Jean-Marie Bataille, vous voulez développer la question ou non, c'est bon, c'est bon. Pourquoi John Dewey la nomme comme ça, c'est ça? Oui, sur l'institution du problème. Pourquoi parler d'institution du problème? Alors, c'est plus dans votre schéma des 5 étapes. Vous avez utilisé ce terme-là dans la deuxième étape, institution du problème. Oui. Du coup, comme il y a plein de formulations différentes chez Dewey, différentes étapes, du coup, je voulais juste savoir pourquoi vous avez plutôt fait le choix de celui-là. Oui, merci, excusez-moi, je ne l'avais pas compris. Oui, là, en fait, ce n'est pas moi qui le nomme comme ça, c'est John Dewey. Et alors, juste pour vous donner un élément d'éclaircissement, Michel a aussi beaucoup travaillé sur cet aspect, c'est que dans cette institution du problème, John Dewey explique quelque chose qui est fondamental et qu'on retrouve bien dans le diagnostic médical, justement, c'est que quand on a réussi à poser le problème, on a déjà beaucoup avancé dans l'enquête. Ça, c'est quelque chose sur lequel il revient souvent. C'est-à-dire, quand on a réussi à définir quel est le problème que je rencontre, on a déjà beaucoup avancé dans la résolution de notre embarras. Puisque dans les situations professionnelles qui sont marquées par le doute, par l'incertitude, par le dérangement, bien souvent, ce qui est compliqué, c'est qu'on rencontre une perturbation que l'on ne peut pas nommer, que l'on ne peut pas identifier. Et c'est précisément parce qu'on ne peut pas l'identifier qu'on est, dans un premier temps, impuissant par rapport au dérangement que l'on rencontre. Donc, une fois qu'on est arrivé finalement à circonscrire le problème, à le délimiter,
ou à nommer la difficulté que l'on rencontre, bah, après, on pourra rentrer dans ce qu'il appelle le jeu des hypothèses, mais on a déjà beaucoup avancé dans notre travail. Est-ce que ça répond à votre interrogation? Hop, je remets le micro. C'était parce que la dimension, j'avais retrouvé effectivement dans comment nous pensons des formulations autour de nommer le problème, et ce que j'aime utiliser assez facilement de mon côté. Mais quand j'ai vu votre terme institution du problème, j'ai entendu aussi autre chose, le terme institué, et donc quelque chose qui avait à voir avec un rapport aussi avec l'institution, c'est-à-dire que comment le fait qu'on nomme le problème peut rencontrer aussi ce qui est déjà institué, et aussi est-ce qu'il y a un espace où on va nommer le problème dans l'institution, en fait, finalement. Votre réflexion me permet de dire quelque chose qui est intéressant. Parce que vous voyez que quand, par exemple, on essaye de travailler avec les outils de la théorie de l'enquête, donc un ouvrage en 1938, qui est comme ça l'a été présenté, plutôt ce qu'on appelle son magnus opus, un ouvrage de référence, de maturité à la fin de son travail, il est très intéressant d'aller voir plusieurs années avant, on va dire, les productions d'étapes qui ont été réalisées par John Dewey. Et notamment, vous faites référence à How We Think, où là, déjà donc en 1910, de mémoire, il propose un premier agencement, une première formulation de ce qui deviendra après, en 1938, ce qui nommera après l'échelle universelle de l'enquête. Et cela ne vous a pas échappé, effectivement, qu'il n'emploie pas tout à fait les termes. Et ben, moi, ça, je trouve ça très intéressant. Parce que d'une part, on voit qu'entre 1910 et puis 1938, il y a une maturation, qu'il hésite, d'ailleurs il hésite beaucoup, et il parle de ses hésitations, John Dewey. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que quand on essaye de réfléchir avec ces concepts, on peut aussi noter que lui-même a beaucoup hésité, il a beaucoup hésité à utiliser le terme d'enquête, il faut le préciser. Il a eu beaucoup d'embarras avec le terme d'expérience, il s'en explique également. Mais vous voyez, mais de montrer ces phénomènes d'évolution et de maturation tout au long de son travail, ça donne une clé d'intelligibilité, à mon avis, très, très intéressante. Alors, si je peux me permettre de mettre mon petit grain de sel dans la discussion, effectivement, il y a... Dewey a mis 30 ans à élaborer son chef-d'œuvre, enfin, c'est la théorie de l'enquête. Donc, et donc, il a dû batailler contre beaucoup de philosophes de son temps, pour justifier, pour mettre à l'œuvre, justifier en tout cas cette idée de logique de l'enquête, parce que c'est pas évident, la logique. Ça n'est pas la logique de Russell, ça n'est pas la logique d'Aristote. Voilà, donc il a dû se batailler pour faire reconnaître cette idée de logique. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est permanent entre 1910 et 1938, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'automaticité entre la désadaptation, je dirais, et l'enquête. C'est-à-dire que alors, Dewey l'explique bien dans la théorie de l'enquête, il dit au fond, il y a deux matrices de l'expérience. Il y a une matrice biologique de l'expérience et puis il y a une matrice culturelle de l'expérience. Et au fond, il dit c'est pas parce que on a un phénomène de désadaptation, voilà, il y a une déchirure dans la continuité de l'expérience, on est complètement perplexe, on est perdu. Voilà. C'est pas pour ça qu'il y a automatiquement une démarche d'enquête. Et ce que tu étudies bien, Joris, c'est justement ce passage de la désadaptation, qui est un phénomène biologique finalement, voilà, à l'enquête qui est un phénomène culturel, parce que pour enquêter, il faut des démarches, des outils, un paradigme. Voilà. Donc, passer de la désadaptation à la problématisation, et voilà, c'est pas du tout quelque chose qui se fait automatiquement. Et donc, Dewey a toujours insisté sur le fait que
la situation problématique, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, la situation problématique, c'est pas une chose en soi. La situation devient problématique lorsque justement on passe de la désadaptation à la problématisation. C'est-à-dire que lorsqu'on prend en charge le problème. Et pour prendre en charge le problème, il faut effectivement tout un tas de conditions qui sont à la fois intellectuelles, avoir des outils, pouvoir nommer les choses, des démarches, etc., mais aussi des dispositions d'ordre, comment dirais-je, motrice, enfin dynamique. Il faut avoir du courage, il faut vouloir prendre le problème à bras le corps, etc. Donc, je pense que ce que tu étudies dans tes travaux, moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans tes travaux, c'est justement ça, c'est-à-dire au fond à quelles conditions voilà, on peut passer de la désadaptation à l'enquête, quels sont les obstacles qui s'opposent à ce passage, hein. Voilà, et donc d'où l'idée d'institution du problème. Alors je pense pas que dans comment nous pensons, ça renvoie à l'institution, hein, je pense pas, mais je crois que ça renvoie, parce que c'est la traduction de De Crowley, Oui, c'est ça. bon, elle est pas toujours C'est très pas précise, l'institutionnel. hein, mais c'est pas. Alors, il y aurait un sens, parce que euh, on pourrait aujourd'hui le réinterpréter dans le cadre, un problème se pose toujours dans un cadre institutionnel, dans un paradigme, etc. On pourrait, mais là, je crois que ça, c'est plutôt, et il le dira plutôt dans la logique, dans la théorie de l'enquête, oui, il y aura cette idée, puisque finalement, on ne peut problématiser que dans une matrice culturelle. Donc, si on peut problématiser que dans une matrice culturelle, il faut qu'il y ait un langage, il faut qu'il y ait des outils, il faut qu'il y ait des paradigmes, et donc des institutions. En ce sens-là, on pourrait là, voilà. Mais je crois que dans comment nous pensons, ça veut surtout dire qu'il faut l'instituer, c'est-à-dire le problème il ne surgit pas comme ça, il faut le poser, il faut le construire, il faut le prendre en charge. Voilà, il y a une idée d'engagement dans le. Enfin, je pense que tu en penses, Joris. Oui, oui, c'est exactement ça, hein. Il faut, pour reprendre ces termes, parce qu'il y a un jeu entre experimenting et experiencing, il faut faire l'expérientiation du problème pour que pour qu'il existe. Et je crois que, Michel, là, ce que tu viens de dire, c'est absolument fondamental, parce qu'on en a déjà discuté, mais il y a une lecture un petit peu problématique de John Dewey qui s'appuie sur des formulations peut-être un petit peu radicales qu'il a proposées en disant le problème n'existe pas chez le sujet, il existe dans la situation. Et alors, tu exprimes très bien dans ton travail comment il ne faut pas sortir cette citation, la reconceptualiser dans son époque, et notamment dans le débat hein, qu'il avait avec Russell et puis Lippmann. Mais ce que je veux dire, c'est que aborder les choses de cette manière, c'est vraiment comprendre comment situer la perspective de l'enquête dans ce que j'appelle un paradigme interactionniste. C'est tout à la fois parce qu'il y a des données problématiques dans l'environnement et parce que je fais l'expérience de ces données problématiques dans l'environnement que surgit ce travail d'enquête. Et vraiment, c'est important parce qu'autrement, on retombe dans une vision behavioriste hein, de l'enquête, c'est-à-dire un schéma absolument appauvri hein, du style stimuli-réponse. Il suffirait, comme tu l'as dit, Michel, de rencontrer une désadaptation sur le plan biologique pour se mettre à enquêter. Enfin, on n'est absolument pas dans cette vision-là. Oui, oui, tu as raison. Quand il dit le problème n'est pas dans ma tête, il est dans la situation. Ça veut dire que c'est un vrai problème, quoi. C'est pas. Oui, mais en même temps, il est dans la situation, mais il faut quand même que ça soit je veux dire, moi qui l'institue. Enfin, c'est ça. Il va pas se poser tout seul. Voilà, il va pas se poser tout seul. Il est dans la situation, c'est un problème objectif. Voilà. Mais il ne va pas se poser tout seul. Je crois qu'il faut tenir. Il faut que je l'éprouve en tant que problème. Voilà. Et ça c'est génial. Ça, c'est génial parce que ce que nous dit John Dewey, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais ce que nous dit John Dewey permet aussi de battre en brèche
d'autres conceptions, parfois très subjectivistes, du problème et de la promulgation, et qui consisterait à croire que finalement, le problème est essentiellement, de façon première, dans la tête de celui qui agit, etc. Vous voyez, tout est du côté du sujet. Non. Ce que nous rappelle John Dewey en permanence, et je crois que c'est là un des apports un apport fondamental qu'il ne faut pas quitter, c'est que on rencontre des situations dans lesquelles il y a des propriétés intrinsèquement douteuses, conflictuelles, etc., des choses qui ne tiennent pas ensemble. Après, la manière dont nous les éprouvons, bien évidemment, est une chose essentielle. Mais on rencontre des propriétés, des choses qui ne tiennent pas ensemble. Les médecins, ils rencontrent des éléments discordants. Est-ce que je peux peut-être aborder la 4e partie sur les précautions d'usage et on fera un petit point après? Oui. Ah, moi, j'aime beaucoup la manière dont nous conduisons une enquête collective. De cette manière-là, ça me convient très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, qui parle d'usage, faire usage, et je n'ai pas peur de ce terme, hein, qui parle d'usage des concepts, doit obligatoirement se tourner du côté des précautions d'usage. Et là, ça revient peut-être à une discussion qu'on a eue en début de cette intervention. Hein. C'est que pour tout chercheur et praticien, je pense que c'est important de dire que la manière là dont nous sommes en train de théoriser ou d'employer la théorie de l'enquête, ce n'est pas l'apanage de l'enseignant-chercheur, mais c'est également un outil puissant qu'on peut mettre à disposition des professionnels. Et c'est ce que je fais, hein, moi, dans les environnements de travail. Donc, prendre appui sur la théorie de l'enquête pour conduire une action de recherche et d'intervention, ou de recherche-d'intervention, eh bien, c'est prendre garde à plusieurs écueils qui sont inhérents à ce type de démarche. Et j'aimerais, en conclusion, hein, dans la 4e partie de mon propos, en souligner quelques-uns. Alors, ces risques d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils sont à mon avis intéressants, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas inhérents au cadre théorique dont on parle aujourd'hui. Mais ils sont de fait présents dans n'importe quelle situation dans laquelle on mobilise un corpus théorique pour penser et agir sur le réel. Donc finalement, l'enseignement que l'on retire de la mobilisation des travaux de John Dewey dans l'analyse du travail sont partageables à d'autres approches. Alors, un premier écueil qui me semble très important, c'est la naturalisation du concept d'enquête. Ça, c'est un problème qu'on rencontre dans certains travaux, dans certaines thèses, etc. C'est-à-dire lorsque l'espace du réel que l'on souhaite comprendre ou transformer est désigné selon les termes élaborés par le chercheur. Et donc, comme le dit si justement Brigitte Albiro, dans ce cas-là, le vivant devient l'objet d'une énonciation fixée par l'écriture. Alors, je vais m'expliquer. Dans cet écueil, je pense qu'un problème consiste alors à considérer qu'il est possible de repérer, c'est ces mots, hein, repérer, retrouver, observer ou déclencher une activité d'enquête. Ça me pose problème. Dans bon nombre de travaux, et notamment du côté des versants pédagogiques, on retrouve des facilités peut-être d'écriture, hein, déclencher une activité d'enquête chez l'élève. Là, à mon sens, il y a un problème. Parce qu'il faut être très conscient du fait qu'on ne va pas attribuer aux activités humaines les caractéristiques supposées de l'enquête. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'on interprète des activités humaines au prisme de la théorie de l'enquête. Alors, ça paraît être seulement une précaution d'ordre sémantique, mais ça ne l'est pas.
ça ne l'est pas parce que ça permet de comprendre, de ne pas tomber dans un réalisme naïf dans lequel les objets construits par le chercheur existent dans la situation. On n'a pas ce problème uniquement avec le terme d'enquête. On rencontre ce problème avec tous les construits pour penser les activités humaines. Par exemple, le concept de schème. Vous voyez, ces facilités de langage, j'ai repéré, qu'on retrouve dans certains matériaux, j'ai identifié 3 schèmes. J'ai identifié le schème de. Mais non. On interprète des processus humains, on infère des processus intellectifs chez la personne à partir d'un cadre théorique et qui, pour les besoins de l'analyse, on se propose de nommer de cette manière-là. Comme je le dis toujours de manière simpliste, et je m'en excuse à mes étudiants pour faire comprendre cet écueil, moi, le matin, quand j'ouvre la fenêtre, je ne vois pas se promener des enquêtes ou des schèmes dans la rue. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est de bien comprendre que ce sont des construits pour penser la réalité et non pas la réalité. Un deuxième écueil qui me semble absolument important, c'est le cloisonnement du concept d'enquête. Le concept d'enquête, il est défini, on parle de schème universel. Alors, c'est ce qui fait à la fois le grand intérêt et la grande difficulté de ce fameux schème universel. Parce qu'il est tellement universel, John Dewey l'explique à bon nombre de reprises, il veut qu'il soit mobilisable, quelle que soit la situation, etc. Bon. Et quel que soit le contexte. Et donc, d'une certaine manière, sa mobilisation dans une situation précise ne va pas de soi. Et donc, il n'est cependant pas toujours possible ni souhaitable de chercher à retrouver l'ensemble des caractéristiques du schème de l'enquête dans la situation que l'on travaille. Ça me paraît important. C'est-à-dire qu'il y a un caractère formel du schème qui est donné en 1938 par John Dewey et qui, comme l'a rappelé Michel, est le résultat d'une maturation, d'une élaboration. Bon, ok, il y a une formalisation à ce moment-là. Mais selon les besoins de l'analyse, il n'est pas obligatoire de se contraindre à tenter de mobiliser l'intégralité de cet appareillage théorique. On peut en faire une référence fonctionnelle. Alors, un troisième écueil qui est peut-être qui vient faire écho aux deux premiers, c'est, je crois, la dilution du concept d'enquête. Lorsqu'un cadre théorique se présente comme un modèle universel pour comprendre la réalité, eh bien évidemment, la tentation est grande de tout analyser à travers cette grille d'analyse. Il y aurait de l'enquête partout, chez tout le monde, en tout temps, en tout lieu et dans toutes ses formes. Vous voyez ? Alors, s'il n'est pas pertinent d'enfermer le propos et l'analyse dans une vision trop rigoriste, il faut prendre garde à l'inverse, c'est-à-dire à ne pas tomber non plus dans faire de l'enquête une simple notion utilisable à tort et à travers, quel que soit le phénomène observé. Une vigilance consiste dès lors à mobiliser cette théorie avec rigueur en l'adaptant, mais en conservant ce qui fait son originalité et parfois sa radicalité. Un quatrième écueil, qui est l'instrumentalisation du concept. Instrumenter ne veut pas dire instrumentaliser. Lorsqu'une théorie apparaît explicative et qu'elle redevient à la mode, c'est notamment le cas depuis une vingtaine d'années ou depuis une quinzaine d'années, on assiste forcément à des phénomènes d'instrumentalisation, voire de marchandisation, presque de commercialisation. Le concept devient un produit d'appel. Il est clair
moi, par exemple, quand je fais mes interventions sur l'expérience, quand je commence à parler de la notion d'expérience, je commence toujours par rappeler en premier lieu que dans notre société contemporaine, l'expérience est devenue un produit d'appel. C'est vendeur, c'est mobilisateur. Eh bien, le risque, bien évidemment, c'est de faire de l'enquête, qui est un concept attractif, eh bien, quelque chose de vendeur, au sens voilà, commercial du terme. C'est-à-dire un détournement de la nature de ce concept au profit de dimensions mercantiles, promotionnelles, etc. Un cinquième et dernier écueil, et puis ce sera la conclusion de mon propos avant, j'espère, la discussion qu'on va avoir ensemble, qui est la survalorisation du concept. C'est humain. Lorsque l'on redécouvre une théorie, lorsque l'on redécouvre la densité, la puissance d'un appareillage théorique, eh bien, on a très vite fait de survaloriser le concept que l'on mobilise, de le penser tout puissant d'une certaine manière. Et donc, de recourir au terme d'enquête en pensant qu'il épuiserait toute la réalité que l'on se donne pour objet d'étude. Alors, ce qui me semble important de penser, c'est que le concept d'enquête est plus fondamentalement ce que l'on désigne comme étant la démarche d'enquête n'est pas bonne ou vertueuse en soi. Elle peut aboutir à des conclusions et à des formes de jugement totalement erronées. John Dewey revient souvent à cette discussion. Il est donc plus prudent d'étudier dans quelle mesure et sous quelles conditions le concept d'enquête est susceptible de produire des connaissances qui participeront au développement de l'expérience du sujet, avec toutes les précautions que l'on vient de prendre depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, je terminerai mon intervention en disant que mobiliser la théorie de l'enquête pour étudier et encourager la formation des adultes, c'est comme nous venons de le voir, se situer à la croisée d'enjeux à la fois théoriques et méthodologiques, et donc que c'est au regard de cette triple exigence qu'il me semble intéressant de travailler le propos et de faire vivre la théorie qui nous a été proposée par cet auteur. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre invitation. Merci beaucoup, Joris, pour cette conférence qui, je pense, très, très inspirante, et en tout cas qui fait le point sur la manière dont toi, tu t'es inspiré de Dewey. Alors, je veux dire quelque chose, mais qui rejoint justement ce qui nous occupe, c'est-à-dire les figures inspirantes. Mais je voudrais quand même d'abord savoir s'il y a des questions de l'auditoire, et puis je ferai cette remarque à la fin. Est-ce que je ne vois pas dans le chat, je ne vois pas de questions, mais il y a peut-être... Oui, Pierre. Oui, merci. Je reviens sur cette dernière partie, effectivement, qui me semble importante. La question que je me pose, c'est quand même si on doit faire attention, en gros, à comment on utilise l'enquête. Il me semble qu'on a besoin de critères pour savoir s'il est pertinent d'utiliser ce concept ou pas pour décrire la situation. Et que, du coup, la question se pose, quels critères on retient? Parce que, effectivement, Joris, vous avez dit qu'on ne peut pas être exhaustif sur l'enquête, etc. Mais alors, ça suppose de faire des choix. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas? Pourquoi à ce moment-là, on le retient? Pourquoi à ce moment-là, on ne le retient pas? Et il me semble que le glissement est facile, une fois qu'on a dit quelque chose comme ça, vers justement l'enquête partout, l'enquête totale, puisque finalement, si on n'a pas des critères assez clairs sur quand est-ce qu'il y a enquête, alors c'est possible d'argumenter que telle situation, pour un tel, il y aura enquête, pour un tel, il n'y en aura pas. Voilà, donc
moi, c'est la question que je me pose et que je me suis déjà posée pour mon travail et à laquelle j'ai eu bien du mal à répondre d'ailleurs. J'ai dû certainement faire un schéma de l'enquête et me dire, voilà, il y a des critères qui sont liés au schéma de l'enquête. Maintenant, est-ce que ce schéma que j'ai fait, est-ce qu'il est pertinent? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question des critères pour dire qu'il y a enquête ou pas, ça me semble incontournable si on veut éviter que l'enquête devienne un concept fourre-tout et qu'on la voit partout. Ça, c'est vrai que là, ça, c'est une question fondamentale qu'on se pose beaucoup en séminaire, et notamment avec les doctorants dans mon séminaire doctoral, puisque j'ai la chance d'accompagner des doctorants, et je crois que certains d'entre eux sont présents aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils hésitent à prendre la parole, d'ailleurs, les doctorants. Hein. Ne soyez pas impressionnés. Mais c'est-à-dire, évidemment, quand on mobilise ce concept-là sur un terrain, finalement, avec quelle rigueur on se donne la possibilité de mobiliser ce concept, sur lequel, etc. Bon, alors, il est bien évidemment pas possible d'y répondre dans l'absolu. Moi, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles on revient toujours. Hein. C'est que tout d'abord, on peut avoir à l'idée de ne pas transiger avec ce qui constitue les fondamentaux de la logique de l'enquête. C'est-à-dire, après, il faudrait rentrer dans les détails, mais par exemple, ce qu'il y a de fondamental et de premier dans la logique de l'enquête, c'est le fait de rencontrer des situations perturbées. Et ça paraît tout bête, mais je crois que ça répond un peu à votre question. Ça paraît tout bête, mais moi, quand je lis un travail et que il n'y a pas un travail, une description fine et une exploration de ce qui, dans la situation, provoque une césure dans le cours habituel de l'activité, provoque des dérangements, provoque une déstabilisation, là, vous voyez, ça veut dire que... alors, attendez. Là, excusez-moi, il y a eu un effet. Je ne vous vois plus. Mais on te voit et on t'entend. Ouais. Vous voyez, là, on perd ce qui faisait l'essence de la logique même de l'enquête, puisque toute enquête trouve son origine dans des situations marquées par le doute, l'hésitation, la contradiction, machin, etc. Donc, pour moi, par exemple, vous voyez, ça, c'est un truc sur lequel, à mon avis, il ne faut pas transiger, parce que c'est ce que nous permet d'explorer la dynamique de l'enquête. Donc, si on est dans d'autres configurations, peut-être qu'il y a d'autres appareillages théoriques qui sont plus pertinents. Hein, vous voyez. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a des caractéristiques, il y a des fondements, il y a des propriétés que l'on doit conserver, même si on transporte ce modèle d'une situation à l'autre. Ce qui va nous donner un éclairage de l'adéquation ou non avec le matériau étudié, c'est justement la rencontre avec le matériau empirique. Et c'est là où s'ouvre un ensemble de difficultés parfois coriaces, difficiles pour le chercheur et notamment pour les apprentis chercheurs, c'est-à-dire à essayer non pas de rester dans une lecture théorique du modèle de l'enquête, mais d'essayer de l'éprouver dans un matériau empirique. C'est-à-dire concrètement, moi, ce que j'ai proposé de faire, mais ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire quand on s'intéresse à l'activité d'un médecin du travail, quand on s'intéresse à l'activité, je ne sais pas, d'un infirmier au service des urgences ou d'un tuteur de stage dans le milieu agricole, les travaux de Patrick Magnan ont apporté des éléments de connaissance importants là-dessus, à ce sujet-là, et d'essayer de créer une itération entre les matériaux empiriques et les propositions conceptuelles. Puisque ce qui va faire la richesse, je crois, du travail proposé, c'est quand il y a véritablement va-et-vient, itération entre les matériaux empiriques recueillis sur le terrain, la manière dont on les catégorise et les propositions conceptuelles qu'on élabore à partir d'eux. Vous voyez ? Moi, je pense que d'une certaine manière, et c'est comme ça que je travaille dans mon séminaire,
Oui, ce que je dis à mes doctorants, c'est OK, vous voulez parler d'enquête, alors c'est toujours en référence à des matériaux et avec le travail qu'on fait avec ces matériaux. Vous voyez? Et d'une certaine manière, c'est l'empirie. C'est l'empirie qui nous dit et qui nous donne un élément de réponse, qui nous donne une caution finalement par rapport à ce travail-là. Par rapport à ça, est-ce que tu accepterais sur l'idée des critères de l'enquête? Voilà, quand est-ce qu'il y a enquête? Moi je serais assez, je serais pour donner trois critères, enfin, dis donc plutôt, je suis porté à donner trois critères pour l'enquête, trois critères fondamentaux. Euh, D'abord, la prise en charge d'une perturbation. Hein, Oui, c'est ça. ce qu'on a dit tout à l'heure, ça il faut qu'il y ait ça pour qu'il y ait enquête. Et il me semble qu'il y a une deuxième condition qui serait que pour qu'il y ait vraiment enquête, il faut ne pas répondre de suite. C'est-à-dire qu'il faut ajourner la réponse. C'est-à-dire que, bon, je n'essaie pas de donner, de me précipiter sur une solution immédiate. Je construis le problème. Je prends le temps de construire le problème. Parce que le problème, il n'est pas construit, il se pose, enfin voilà. Et souvent, tel que la perturbation m'apparaît, derrière cette perturbation, le problème n'est pas immédiat. Donc il faut que je. Et donc cet ajournement de la réponse produit ce que j'appelle un espace problématique. C'est ça. C'est-à-dire un espace où on va construire le problème et on va. Un peu comme. Les exemples que prend Dewey sont éclairants, c'est le procès judiciaire ou l'enquête policière en fait, ou le diagnostic médical. Voilà, s'il y a vraiment une enquête, le médecin il va pas répondre immédiatement, vous avez la grippe. Oui. Il va prendre le temps de construire le problème, de faire des hypothèses, de revenir, de revenir comme tu l'as dit, les phases, c'est pas des phases, quand on passe de la position du problème à la construction du problème, aux hypothèses, etc. C'est pas des phases qui se suivent de manière linéaire. C'est ça. tout à fait. C'est ça. On le voit bien dans les enquêtes policières. On part sur des fausses pistes, et puis ça oblige à revenir à reconstruire le problème au départ, etc. Alors ça, c'est l'ajournement de la réponse qui dégage un espace problématique. C'est-à-dire que dans l'espace problématique, euh, on, euh, on retarde la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On regarde ce qui fait avancer le problème. Et puis, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si Jules est coupable du crime ou pas, on ne le saura qu'à la fin, parce qu'il se peut que, dans l'intervalle, des témoignages se contredisent, qu'on on découvre finalement qu'il avait un alibi ou qu'il n'en avait pas. Enfin, voilà. Bon. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé, enfin, tant qu'on n'est pas arrivé. La fin de l'enquête, c'est quand tout ça, quand tous ces témoignages, ces indices, etc., forment un tout cohérent, sans contradiction. Alors que là, on peut dire, bon, ben, provisoire, on dit que l'enquête est toujours provisoire, enfin la fin de l'enquête est toujours provisoire. Mais enfin, bon, on dit, bon, là, on peut à peu près sûr que c'est Jules qui est coupable et non pas Jean ou Claude. Bon, ça c'est le deuxième critère, la journée. Et le troisième critère, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'enquête s'il n'y a pas une articulation, ce que j'appelle des données et des conditions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'effet empirique, s'il n'y a pas une base empirique qui est confrontée à une base conceptuelle. On ne peut pas faire un diagnostic médical si on ne met pas en relation des données, c'est-à-dire bah, il tousse, il a la fièvre, etc., avec des connaissances médicales, et c'est à ce moment-là que les données deviennent des symptômes. Et les données ne viennent pas des symptômes comme ça au hasard. Moi, je peux regarder, moi qui ne suis pas médecin, d'abord, je ne suis pas sûr d'interpréter, de me focaliser sur les données intéressantes. Et puis, pour moi, ces données ne deviennent pas forcément des symptômes parce que je ne peux pas articuler
ces données à des connaissances théoriques qui me permettent de les interpréter. Donc si, est-ce que tu serais d'accord pour dire que Ah, ces trois parfaitement. critères-là, prise en charge d'un problème, Oui. ajournement de la réponse avec dégagement d'un espace Mm. problématique, Mm. et puis troisièmement, articulation, à ce que j'appelle des données et des conditions, mais ce que Oui, Dewey c'est ça. appelait des faits empiriques et des C'est ça. conceptualisations. C'est Est-ce ça. que Moi, c'est parfait. La seule petit truc, c'est que tu as vu que j'ai pas repris le terme de critère parce qu'il ne me convient pas très bien et parce que oui, il induit une démarche d'évaluation. Je parlais de principe. Si tu es d'accord pour parler oui. de principe, tu vois, moi, ça me va très, très bien. Ça me va très, très Oui, bien. mais sauf que tu es bien obligé d'évaluer quand même pour savoir si ce sont de vraies enquêtes ou pas. Oui, mais Ouais, bon. là-dessus, je ne sais pas. Je sais pas, parce que tu sais, c'est toujours qui c'est qui évalue en fonction de principe. Je prends mes précautions. Mais oui, oui. En tout cas, moi, ça me semble trois principes fondamentaux sur lesquels on ne peut pas déroger quand on veut s'inscrire dans ce postulat-là. On peut le dire de cette manière-là. Je reviens sur. J'ai une minute ou pas là, Michel, parce que Oui, c'est. oui, Je ne je peux pas pense tout qu'on laisser a dans mis, mes on a interventions. une minute. Oui, oui, Une minute. oui. Ah, Une bon. minute. Non, non, mais le deuxième, le deuxième élément qu'a abordé Michel me semble absolument fondamental, parce que c'est vraiment l'originalité de ce travail, hein, de John Dewey, c'est l'ajournement de la réponse immédiate. Et dans mon ouvrage, hein, c'est vraiment ce que j'ai travaillé à travers le terme de suspension active du jugement. Cette expression est d'une richesse inépuisable. Cette expression de John Dewey, la suspension active du jugement, est d'une richesse inépuisable, notamment pour comprendre les activités professionnelles. Parce que on ne va pas rentrer dans un débat trop philosophique, mais vous savez, dans l'époquée, hein, qu'on retrouve dans d'autres traditions, il peut avoir un arrêt du jugement. Ce que je veux dire, c'est que c'est une suspension active du jugement, c'est-à-dire que Dewey nous permet bien de comprendre, parce que des fois, que c'est pas parce qu'on ajourne, et ça, je pense que Michel, tu seras d'accord, c'est pas parce qu'on ajourne la réponse que l'activité continue pas à se dérouler. Et ça me paraît fondamental. Un médecin, il ajourne sa catégorisation, on pourrait le dire comme ça, mais la consultation, elle se poursuit. Et donc, c'est pour ça que dans la modélisation que j'ai fait de l'enquête, c'est bien une boucle sur l'activité, qui s'opère sur l'activité. Voilà. S'arrêter. Un grand merci. Alors,